je vous propose donc d'enchaîner avec notre première table ronde, donc qui est une question. La pratique du sport est-elle sans risque pour notre santé? Donc nous allons avoir le plaisir de retrouver Éric Carrière. Je vais vous inviter à me rejoindre. Nous avons le plaisir d'accueillir Maxence Chaput. Donc, vous êtes un sportif, vous êtes licencié, vous pratiquez le rugby, mais vous êtes non professionnel, enfin, en tout cas pas pour le moment, pas encore professionnel, on verra. Et le docteur Hélène Cassou-de-Sales, donc, qui est médecin physique et de réadaptation à Bordeaux. Et vous êtes également référente Nouvelle-Aquitaine de l'association France Traumatisme Crânien. Mais peut-être, avant d'échanger ensemble et puis de vous passer aussi la parole, je vous propose de voir un micro-trottoir qui a été réalisé donc par France Alzheimer sur le sujet, et vous allez voir, c'est très riche d'enseignements. On a posé donc la question à des personnes dans la rue. Donc je propose que l'on regarde ce petit film en introduction de nos échanges. Non, je ne pratique pas de sport. J'ai fait un peu d'escalade, un peu de natation et un peu d'athlétisme et de gymnastique. Je joue au tennis et au baseball américain. Et de la musculation en salle. Jeune, j'ai pratiqué le basket. J'étais plutôt sur la natation pendant des années, et après du tennis, et maintenant c'est plutôt rando et course à pied. J'ai pratiqué le yoga. J'ai fait de la gymnastique, de l'équitation, du ski, de la natation, mais toujours de manière très amateur dans des clubs. Vital. On fait du sport pour être en bonne santé. C'est une évidence, hein. Pour être en bonne santé, il faut pratiquer du sport. Je pense que le sport, c'est toujours quelque chose qui est dangereux, mais qui est bénéfique si on le fait bien. On entend souvent dans les médias, à la télé, que le sport, les activités physiques sont importantes pour le bon développement et pour la santé. Dans mon club, je fais des cours d'exercice, nager dans la piscine, tout ça. Et c'est important, et je pense que tout le monde devrait avoir une activité sportive régulière. Pour m'entretenir le cerveau, le corps, le cœur, et puis les jambes, la mobilité, c'est important. Oui, oui. C'est synonyme de santé. C'est pour ça que vous me trouvez ici en train de marcher dans les Tuileries. Je ne pense pas, mais après si là on va sur des sports de combat et qu'on se prend des coups dans la tête, oui j'imagine. On va dire que premièrement, de but en blanc, je répondrais non, mais on entend beaucoup de choses qui se passent surtout au niveau, enfin aux États-Unis ou autre, et ça peut éventuellement avoir des conséquences, oui. Parce que le frappe sur la tête, à mon avis, ça provoque des mini-crises qui sont très dangereuses pour le cerveau. Je pense que tout a des répercussions sur le cerveau et que ça doit être lié. À court terme, à long terme, je ne sais pas quelles sont les répercussions, si c'est positif ou négatif. Les gros chocs, oui, on le sait. Les petits, non. Occasionnels, non. J'ai un fils qui a commencé à boxer à l'âge de 14 ans, sans me le dire. Quand je l'ai su, je lui ai fait signer un papier comme quoi il ne ferait pas de combat. Parce que ça me paraissait très tôt, dangereux, en plus il avait une opération aux yeux, etc. etc. Je me suis beaucoup intéressée au football américain fut un temps, et effectivement j'ai vu qu'ils avaient des gros problèmes parce qu'ils se sont aperçus que genre vers 50 ans, ils avaient beaucoup de maladies dégénératives. Avec la boxe, les sports de combat. Quand les ballons tombent, choquent sur la tête, ou le rugby peut-être aussi, quand ils choquent ensemble. Si répété souvent, je pense affecté. Ça doit vraiment altérer notre capacité cognitive. Et pour le sport américain, même s'ils portent un casque, ils sont des fous. Quand on regarde les images, c'est incroyablement violent, quoi. Je pense pas, non. Je pense que surtout au collège, après pas trop peut-être dans les clubs sportifs où il y a peut-être plus de mise en place de mesures de sécurité, mais au collège ou même au lycée, les professeurs font pas vraiment attention à toutes les mesures de sécurité. C'est plutôt on a un créneau, 1 heure, vite, enfin 1 ou 2 heures, ça dépend. Vite, faut qu'on se dépêche, c'est pas grave, moi je faisais du rugby, c'est pas grave si t'as pas ton protège-dents, tu l'as oublié, bah tant pis, tu viens quand même jouer. Non, ils sont pas assez protégés, non. Pour avoir eu des frères qui ont fait typiquement du football en club et tout ça, je les ai jamais entendus me parler de prévention ou de choses comme ça. Surtout pour les jeunes, j'ai même l'impression qu'on les laisse un peu faire les kékés.
et qu'on prend pas forcément du fait qu'ils sont jeunes et que ça ira, ils se remettront vite et tout. C'est vrai qu'on ne leur en parle pas beaucoup, quoi. Comparé à nous, il y a une sacrée évolution. On le voit avec nos enfants comparé à nous, quoi. Oui, effectivement, oui. Je pense qu'il y a une amélioration, une sensibilisation plus importante, surtout au niveau de nos enfants. J'imagine que non, parce que ça irait sans doute à l'encontre de certains intérêts. J'ai pas l'impression d'avoir des renseignements à la télé ou même pas mon docteur là-dessus. Et j'imagine que la population, c'est pareil pour eux. Je pense que les parents ne sont pas assez informés. Après, le problème en France, c'est que toutes les règles nous embêtent. On est latin et dès qu'on nous met des restrictions ou des règles, on va à l'inverse de ça. En fait, il faut un peu être pris pour comprendre, dans le sens où on attend que la blessure elle arrive pour là se dire « Ah merde, j'aurais dû faire attention ». Parce qu'en amont, on n'est pas vraiment informé de tout ça. Voilà, bravo en tout cas pour cette réalisation. Je pense qu'on peut en conclure que cette journée est bienvenue, mais vous souhaitez peut-être réagir les uns ou docteurs sur des propos où je vous ai vu parfois sourire. On se dit il y a vraiment peut-être effectivement un besoin d'information. Oui, c'est ça. Prenez, voilà. Vous pouvez y aller directement. Oui, c'est bon, on m'entend bien. Donc oui, après, il faut aussi rebondir sur, ils ont raison, le sport c'est aussi bon pour la santé, et voilà, et on ne peut pas s'en passer, et Kevin l'a redit dans sa présentation, c'est même fait partie des facteurs de protection qui peut peut-être repousser en tout cas l'arrivée de la maladie, voire protéger, donc c'est hyper important. Mais effectivement, il faut être sensibilisé aussi à un certain nombre de risques, voilà, et les avoir bien en tête pour justement, lorsque le risque survient ou le trauma crânien, on va en parler, bien effectivement bien le prendre en charge pour éviter que les choses ne se dégradent. Donc voilà. Merci. Maxence, une réaction, on a parlé un peu du rugby, oui, non, moi, les règles, l'absence de protège-dents, qui finalement c'est pas très grave, ça vous inspire une réflexion ou ça évoque un souvenir? Non, c'était plus le fait de les règles dérangent. C'est dans le sens où je sais que nous dans le rugby on a pas mal de règles qui changent, souvent dû au choc assez violent, et on a souvent des règles qui nous dérangent parce que forcément il y a des contacts ou des façons de plaquer ou des façons de faire les choses qu'on aimait bien faire et qu'on peut plus, mais après c'est par sécurité, donc on comprend que c'est pour notre bien. Merci. Eric, une réaction peut-être ou sur l'un des témoignages? Oui, je vous ai vu sourire à plusieurs reprises. Oui, mais c'est vrai que quand on commence la pratique d'un sport, en plus on est jeune, on n'a pas vraiment envie d'entendre les risques. On a envie d'entendre le plaisir, la passion, le fait d'être dans des sports co en plus avec les copains. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre à l'évidence que bon, moi j'ai commencé avant toi. Il y a des choses qui ont évolué, on a un peu plus de recul et ça serait dommage de se cacher les choses. Alors on va peut-être commencer effectivement par les bienfaits, hein, vous l'aviez souligné dans votre propos introductif. Comment vous définiriez les bienfaits de la pratique sportive, du football, en ce qui vous concerne, peut-être en distinguant là aussi selon qu'on est professionnel ou amateur? Je vais essayer de faire vite, mais déjà quand je vais jouer au foot, je me lève le matin, je suis content. Déjà, c'est déjà un premier bienfait. J'ai le plaisir de me retrouver dans un environnement qui est particulier, puisque bon, souvent je chambre mes copains rugbyman, je leur dis, vous avec les mains c'est plus facile, nous avec les pieds c'est dur. Bon, je le fais pas sur le terrain, je les chambre pas sur le terrain, mais on doit faire fonctionner notre cerveau avec notre corps, et on doit recevoir un ballon, le contrôler, avoir une perception du jeu, d'une salle par exemple ici, et quand on arrive à faire ce que on avait vécu dans sa tête avec d'autres partenaires face à des adversaires qui sont là aussi pour nous empêcher d'aller marquer par exemple, ça provoque des sensations hyper agréables, et en plus ce sont des choses qu'on développe tout au long de sa carrière. Personnellement je ne pensais pas arriver à ce niveau-là,
Et quand on arrive à de très haut niveau, le plaisir, il est décuplé parce qu'on est capable de faire des choses qu'on ne savait pas faire quelques années avant. Donc, je pense que ça, c'est un bienfait qui est pas facile, qui n'est pas palpable, mais que je ressens. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a l'aspect purement physique, où là, il y a des bienfaits évidents, même s'il ne faut certainement pas être dans le surentraînement, notamment. Voilà, les autres points négatifs, je dirais, du haut niveau, c'est plutôt au niveau du cerveau, c'est l'aspect psychologique, mais on est un peu moins là pour en parler, où il y a une pression psychologique assez importante. Mais ce qu'il faut retenir sur les bienfaits, c'est que, enfin, à mon sens, c'est un plaisir d'aller au foot, et encore à 50 ans. Mais il y a aussi des risques. Donc, comme on l'a vu, il y a une étude qui a été réalisée par la Fédération française de football en lien avec Santé publique France et la PHP, qui met en lumière le fait que les anciens joueurs professionnels de football sont plus exposés aux maladies neuroévolutives. Est-ce que ces résultats vous ont étonné? Est-ce qu'ils vous ont fait peur? Comment vous réagissez à cette information, et est-ce que ça a eu un impact sur peut-être votre comportement? Je n'ai pas eu peur. J'ai été sollicité il y a 1 an par un médecin qui est sur Strasbourg, donc qui faisait des IRM du cerveau et qui cherche à comprendre en effet si le jeu de tête peut avoir un impact sur les cerveaux des anciens sportifs, donc de haut niveau, professionnels, mais aussi amateurs. Donc l'idée, c'est d'avoir des cobayes, dont j'ai fait partie, et ensuite de faire les mêmes IRM à des personnes qui font du sport, mais où il n'y a pas de choc à la tête. Donc on n'a pas encore les résultats. Bien entendu qu'il y a des risques, mais je suis allé l'autre jour à la montagne, on a fait un peu d'alpinisme. Je peux vous dire que je ressens un peu moins de risques quand je suis sur le terrain. Mais c'est vrai que ces risques-là, ils sont à une durée que l'on ne maîtrise pas. Et c'est ce qui peut être inquiétant. Mais c'est ce rapport-là, en fait, c'est pour ça que je reviens au moment où je commence à jouer au foot, j'ai 6 ans. À cette époque-là, on ne pense pas du tout à ça. Donc au-delà du sportif qui doit être en capacité de s'inquiéter ou pas, je dirais plutôt c'est aux instances d'essayer de faire en sorte qu'on limite les risques. Comme lorsque l'on est sur la route. Bon, moi aussi j'ai vécu une époque où on roulait très très vite, trop vite. Maintenant on roule moins vite, et donc il y a toujours des risques, mais il y en a beaucoup moins. Et vous pouvez nous détailler peut-être un peu plus, nous parler un peu plus de cette étude? Quand est-ce que vous aurez les résultats? Ça implique quoi pour vous? Des examens donc réguliers, et vous avez dit oui tout de suite? Oui, j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai plutôt une personnalité à ne pas vouloir me cacher les choses, donc essayer de savoir. Donc ça, c'était assez simple, il fallait aller à Strasbourg et faire 2 IRM d'1 heure. Donc ce que j'ai fait. La difficulté pour le médecin, c'est d'avoir des cobayes. Donc c'est là où je pense qu'il y a certainement les instances pourraient pousser pour qu'il y ait des anciens joueurs qui y aillent un peu plus. Là, ce que je pourrais peut-être évoquer, c'est en quoi ça consiste le jeu de tête aussi sur un terrain de foot. Il se trouve que je suis moins inquiet que d'autres pourraient l'être, parce que moi j'ai jamais aimé jouer à la tête. Voilà, je subissais cette partie-là du football. Je préfère jouer au sol. Je suis petit gabarit, donc déjà je jouais plutôt avec mes qualités qu'avec mes défauts. Mais malgré tout, en fait, c'est pas dans un match qu'on fait le plus de tête, c'est à l'entraînement. Et à l'entraînement, lorsque je suis arrivé au FC Nantes, par exemple, j'avais 22 ans. Moi, j'étais pas destiné à être pro, hein, j'étais amateur dans la région de Toulousaine, et on faisait un peu de tête à l'entraînement, mais on faisait 3 entraînements par semaine, donc on avait le temps de récupérer. Ils avaient installé ce qu'on appelle une potence, donc c'est un ballon qui est accroché avec une corde, et puis chacun devait passer, mettre des têtes pour travailler ce qu'on appelle le timing. Évidemment, moi, une fois sur 2, je touchais même pas le ballon parce que j'avais pas le bon timing, j'avais très peu de détente. Mais j'ai quand même un peu progressé. Hein. Il m'arrivait de le toucher 3 fois sur 4 quand même. Voilà. Et ensuite, on pouvait avoir, suivant les entraîneurs, en fait, des exercices plus ou moins douloureux
L'exercice que j'ai trouvé le plus douloureux, c'était avec Giroud au Racing Club de Lens, où lui nous disait, vous vous mettez à 30 mètres l'un de l'autre, à deux, il y en a un qui met des ballons hauts, et puis le partenaire devait lui renvoyer le ballon de la tête. Et là, en fait, ça s'enchaînait. En fait, faire une tête de temps en temps, ça peut être douloureux, mais en faire toutes les 30 secondes, c'est un peu plus embêtant. Et bon, on essayait de tricher un peu parce que comme je vous le disais, c'est vraiment pas l'élément qui me caractérisait le plus. Et ensuite, par rapport au jeu de tête, ce qui, moi, m'a toujours fait peur d'ailleurs, c'est le tête contre tête. Voilà, c'est-à-dire quand vous allez jouer le ballon en l'air, il se peut que les deux joueurs ne touchent pas le ballon, mais se touchent les deux la tête. Donc là, on a véritablement un traumatisme important. Ça vous est arrivé dans votre carrière? Non. Mais si on revient donc à ce jeu de tête que vous savez bien expliqué, vous encourageriez l'adoption de règles qui soient plus strictes pour le limiter, notamment chez les plus jeunes? Oui, parce que je trouve le foot tellement fabuleux au sol. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le match d'hier, mais on voit de moins en moins de longs ballons parce que déjà les terrains sont bien meilleurs. Alors je parle du haut niveau, bien sûr, et c'est très stratégique. Donc le limiter, pas le supprimer, mais le limiter, oui. Évidemment, ceux qui sont extrêmement bons de la tête vont dire qu'ils préfèrent qu'on continue dans cet axe-là. Mais lors de l'étude qui a été faite, qui a été suivie par l'équipe Explore, je ne sais pas si certains l'ont vu, j'ai participé avec 2 anciens entraîneurs à une visio pour essayer d'imaginer le foot sans tête ou avec moins de tête. 2 anciens entraîneurs qui est un peu plus âgés que moi et qui étaient eux vraiment dans un frein important de dire c'est pas possible en fait. Alors que évidemment que c'est possible puisque on peut jouer en salle sans jouer à la tête par exemple, et on pourrait jouer à 11 contre 11 en évitant au maximum le jeu de tête. C'est juste qu'il faudrait au moins essayer. Et peut-être une dernière question sur la prévention pour les plus jeunes. Comment est-ce qu'on pourrait faire passer ces messages? Parce que je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur et vous dites, lorsqu'on est jeune, on ne pense pas forcément au risque que l'on prend, on pense au plaisir, on pense au jeu, on pense à tout donner. Ça ne peut pas venir des acteurs, c'est-à-dire que ça doit venir des instances et puis des médecins. Donc avec toutes les études qu'il faudrait faire et continuer de faire, notamment celles dont je vous parlais, mettre beaucoup plus de moyens pour en savoir un peu plus et ensuite mettre en place des règles. Je parlais d'alpinisme, celui qui part faire de l'alpinisme, il sait qu'il prend des risques. Lorsqu'un joueur de foot doit faire des têtes, il sait qu'il va y avoir des risques. Je vous parlais tout à l'heure des risques traumatiques d'entorse. Je sais qu'à chaque fois que je vais jouer au foot, je peux me faire un genou, quoi. Enfin, on appelle ça se faire un genou, un croisé. Mais le plaisir est tellement plus important que je préfère quand même jouer et prendre ce risque-là. Voilà, je pense que tout le monde a un peu ça sur quelques activités que ce soit. Et donc, c'est pas une finalité de dire c'est dangereux, on arrête en fait. Pas une sanction, quoi. Très bien. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Bien sûr, on prévoira un temps d'échange assez long tout à l'heure. Maxence Chaput, donc vous pratiquez le rugby. Depuis combien de temps maintenant? Depuis bientôt 12 ans. D'accord, donc vous avez commencé très jeune. C'est ça. À Ris-Orangis, donc comme amateur. Tout à fait. D'accord. Et donc, dans la pratique de ce sport depuis 12 ans, est-ce que vous avez subi des chocs à la tête, des commotions? Oui, 3 commotions cérébrales. Alors, pas sur tous ces mêmes chocs, mais 3. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé dans chaque cas? La première, c'était il y a longtemps, il y a quelques années? La première, je ne saurais pas vous dire quand exactement, mais ça s'est déroulé sur une action de jeu où je suis percuté, je tombe au sol. Et en fait, je prends un coup de pied sur la tête, ma tête tape le sol. Et je me rappelle juste que je me réveille avec les pompiers autour.
Donc j'ai arrêté je suis sorti du terrain parce que je pouvais pas continuer de jouer. La deuxième, c'était sur un mauvais plaquage, sur ce qu'on appelle nous au rugby un plaquage cathédrale. Et en fait, j'ai été plaqué, j'ai été retourné complètement et lâché dans les airs. Et donc je suis retombé sur la cervicale. Donc là, pareil. Alors, vous avez perdu connaissance? Non. Je pense pendant peut-être 5 secondes, c'était assez rapide, mais je me relève en titubant et je me dis que là il y a un problème parce que ça va pas très bien. Et du coup, directement aux urgences, des examens à faire et un suivi quand même pour savoir si toutefois je continuais à avoir mal à la tête, parce que j'avais énormément mal à la tête, c'est qu'il y avait des saignements dans le crâne, donc il fallait continuer d'autres examens. Et le dernier, c'est un tête contre tête. Ça, c'est assez classique, on va dire, au rugby, malheureusement. Mais... Un peu ce qu'a décrit Eric Carrière pour le foot. Et là, ça s'est passé comment? Sur un plaquage, en fait, le joueur se baisse aussi bas que moi, et tête contre tête. D'accord. Et là, vous êtes pris en charge aussi par un médecin? Directement. Maux de tête? Alors, moins que sur la retombée sur les cervicales, mais quand même un gros mal de tête. Et voilà, ce sont ces commotions, elles vous ont inquiété, elles vous ont posé question? Je sais que quand j'ai été pris en charge aux urgences, vu que c'était pas la première, le médecin qui m'a pris en charge m'a dit quand même fallait surveiller, fallait mettre un casque aussi, parce que souvent on peut jouer avec un casque sur le terrain, et qui m'a dit sur un ton rigolant, qui m'a dit il faudrait peut-être arrêter parce que ça devient dangereux, mais je sais qu'il y a des risques. Enfin, quand on rentre sur le terrain, je sais que je peux prendre des coups. C'est la joie du rugby, mais vous adorez le rugby, en fait, c'est ça. On sait qu'il y a des dangers, mais quand on m'a dit la première fois que j'ai commencé, si tu as peur d'avoir mal, c'est là où tu vas te faire mal. Et aujourd'hui, vous jouez avec un casque ou pas forcément? Je pourrais, mais non. D'accord. Pourquoi? Demande Eric Carrière. Alors j'ai déjà joué avec un casque, c'est assez gênant. C'est assez gênant. En fait, au niveau on s'entend pas très bien. Déjà qu'on s'entend pas forcément très bien sur le terrain, mais avec un casque, c'est une petite gêne en plus. Je sais que je me pose la question, parce que je recommence cette année, si je ferais pas mieux d'en mettre un. Alors on va parler peut-être... Oui, bien sûr. Comment c'est perçu par les partenaires et adversaires si tu mets un casque? Dans quel sens? C'est pas une marque de faiblesse, par exemple? Non, du tout. Je sais que si on prend chez les avants au rugby, c'est souvent ils en mettent parce qu'on peut voir les oreilles en chou-fleur, par exemple, pour se protéger, et aussi des crampons, des coups de crampons qu'on peut prendre à la tête pour pas s'ouvrir le crâne ou quoi. Et si on en revient au rôle de votre club, donc là, est-ce qu'il y a des messages de sensibilisation, des messages de prévention sur la santé? Est-ce que vous avez été sensibilisé à ces sujets? Je parle vraiment de votre club. Alors, pas plus que ça, sur vraiment cet aspect-là, des chocs répétés ou de ce qui peut se passer au niveau de la tête. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a les règles qui changent assez régulièrement pour éviter justement, parce qu'à la base le rugby c'était un sport d'évitement qui est devenu, en avançant dans le temps, un sport de contact, et qui du coup, aujourd'hui, ils essayent de changer la règle pour que ça redevienne un sport d'évitement. D'où sur les contacts, sur beaucoup de choses. Donc ça, on est quand même beaucoup sensibilisé à l'entraînement, où on a des sessions vidéo avec des arbitres qui viennent pour nous expliquer les changements de règles sur les contacts et sur tout cet aspect-là. Et ils vous disent que c'est pour protéger votre santé ou pas forcément? Est-ce qu'ils vous expliquent les choses? Oui, quand même. Ils me disent que quand même, je sais qu'il y a une année où en top 14, il y a eu pas mal de problèmes sur ça, sur des chocs qui peuvent être à la tête ou des plaquages à deux ou beaucoup de choses, qui fait que du coup l'arbitre nous dit voilà, les règles, on sait que, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est des règles qui nous dérangent forcément parce que ça change un peu le côté du sport, mais qui me disent que voilà, c'est peut-être chiant, mais c'est pour notre bien-être. Et selon vous, donc les jeunes aujourd'hui sont assez protégés? Il faudrait là aussi les sensibiliser. Voilà, plus sur de la sensibilisation. Oui. Sur les sensibiliser, sur leur expliquer vraiment cet aspect-là de tout ce qu'il y a autour, pas forcément dans l'explication de la règle, de ce que fait l'arbitre, mais qui est quelqu'un qui vienne vraiment leur expliquer que malgré tout, il y a des répercussions sur certaines choses. D'accord, très bien.
Merci pour votre témoignage. Docteur Cassou-de-Sel, peut-être avant que vous nous présentiez ce que sont les commotions cérébrales, comment on les prend en charge, etc. Peut-être une réaction au témoignage des deux sportifs. Vous avez écouté avec une grande attention. Tout à fait, et c'est super intéressant. Merci pour ces deux témoignages. Et oui, je vais rebondir sur les deux. En fait, j'ai des précisions à apporter par rapport à ce qui a été dit, qui est très bien. Ne serait-ce que le jeu de tête, je vais en reparler, mais peut-être justement après le diaporama, parce que ça permettra de mieux se situer par rapport à la commotion cérébrale. Qu'est-ce que c'est le jeu de tête? Donc, sachant que c'est mon domaine de recherche à Bordeaux, donc pareil, on fait des études en IRM, en cognition, en biomécanique, ça nous intéresse beaucoup. Et puis on va revenir aussi sur les moyens de protection qui ont été évoqués, ça va être intéressant. Donc déjà, peut-être effectivement commencer par répondre à la question, c'est quoi une commotion cérébrale? Donc vous pouvez effectivement mettre le diaporama. Donc une commotion cérébrale, on appelle ça aussi un traumatisme crânien léger. Donc en fait, le traumatisme crânien, c'est une... merci. Et j'appuie après sur play, c'est ça? D'accord, ok. Donc le traumatisme crânien, c'est un certain continuum. En fait, en fonction du choc que l'on a subi, on peut avoir des symptômes et des lésions dans le cerveau qui vont être plus ou moins graves. Donc là, on se situe dans un traumatisme crânien qui est qualifié de léger. Et dans le sport, on appelle ça une commotion cérébrale. Donc, sachant que ça vient du mot latin, vous voyez, commotio, qui signifie secousse violente. Donc, ça nous permet vraiment de percevoir que, en fait, c'est suite à un choc que l'on a reçu au niveau du corps, que ce soit à la tête ou pas, donc ça veut dire direct ou indirect, qui va transmettre au cerveau une énergie cinétique en fait, et surtout des mouvements, des forces d'accélération, décélération au niveau du cerveau. Vous savez que le cerveau baigne dans la boîte crânienne et en effet donc il va avoir des lésions enfin en tout cas il va y avoir un coup contre coup et des phénomènes d'accélération, de rotation qui peuvent entraîner des cisaillements en fonction de la violence du choc. Donc une commotion cérébrale, c'est ça, donc un choc avec des forces d'accélération, rotation soumis au cerveau et qui vont entraîner des conséquences que l'on va voir. Donc déjà, qui peut avoir une commotion cérébrale? Eh bien, on peut le voir dans le sport, mais c'est pas la seule cause, d'accord? Donc tous, on peut subir une commotion cérébrale parce qu'on tombe dans la rue, parce que voilà, une chute quelconque peut entraîner une commotion cérébrale ou un traumatisme crânien léger. Mais le sport, c'est une des causes de commotion cérébrale. Voilà. Et dans le sport, il y a des sports qui sont plus à risque. Et donc là, je vous ai mis quelques notions, bien sûr pas du tout exhaustives. Il y a beaucoup d'autres sports qui sont des sports à risque. Mais en gros, ça va être bien sûr, on en a parlé, les sports de combat comme la boxe et l'ensemble des sports de combat. Ça va être les sports dits de contact, où ça entraîne donc les sports d'équipe qui entraînent des contacts entre adversaires. Bien sûr, les sports de collision comme le football américain, le hockey sur glace, mais aussi le rugby et puis tous les autres sports de contact. Donc le football en fait partie, le basketball aussi. Voilà, c'est une liste non exhaustive. Et puis il ne faut pas oublier aussi tous les sports où il y a un risque de chute, le cheval, le vélo, les sports de glisse de vitesse. Voilà, tout ce type de sport peut entraîner un choc, un traumatisme crânien et donc une commotion cérébrale. Et la particularité de ces sports à risque de contact notamment, c'est que on peut être soumis à plusieurs commotions cérébrales dans sa pratique. Voilà. Donc typiquement, là c'est une image de football, c'est pour vous montrer la notion de contact entre adversaires. Les contacts entraînent, là par exemple c'est un mécanisme tête contre tête lors de un duel aérien qui peut entraîner un risque de commotion cérébrale. Hop. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand il y a eu le choc et que le cerveau a été secoué? Bien, la première bonne nouvelle, c'est que si on fait une imagerie standard, une IRM cérébrale, on ne va pas retrouver de lésions physiques au niveau du cerveau. Donc c'est ce qui qualifie le traumatisme crânien léger, on n'est pas sur quelque chose de grave. Il n'y a pas de lésion macroscopique visible en IRM sur le cerveau. Donc ce qui fait même que l'imagerie n'est pas indispensable au diagnostic. On ne le fait pas généralement. Un simple diagnostic de commotion cérébrale est un diagnostic clinique. D'accord.
Et néanmoins, il va quand même y avoir des symptômes qui vont apparaître après cette commotion cérébrale. Pourquoi? Eh bien, parce que le cerveau ayant été secoué, il va y avoir en fait une espèce de désorganisation des cellules qui constituent le cerveau, hein, les neurones, mais aussi l'ensemble des cellules support. Donc il va y avoir en fait une perturbation transitoire avec cette désorganisation chimique qu'il y a au niveau des cellules. Donc qui va entraîner une perturbation transitoire du fonctionnement du cerveau. D'accord ? Et c'est ce fonctionnement perturbé qui va entraîner un certain nombre de symptômes. Et ces symptômes, ils sont ici. Donc comment on la reconnaît? Alors il y a les deux grands signes qui sont faciles à reconnaître, c'est lorsqu'il y a perte de connaissance initiale. Il y a eu le choc immédiat, on est sur le terrain, pouf, on est par terre. Ça c'est typiquement une des commotions qui a été décrite. Je me rappelle, je me suis réveillée, il y avait les pompiers, donc c'est qu'il y a eu perte de connaissance. Donc ça c'est le plus facile à reconnaître. S'il y a eu perte de connaissance tout de suite après un choc, c'est une commotion cérébrale. L'ennui, c'est que vous voyez, elle n'est présente que dans 10 à 20% des cas. Donc ça veut dire que ce n'est pas indispensable. On peut très bien avoir une commotion cérébrale sans avoir eu de perte de connaissance. D'accord. On peut aussi avoir eu une amnésie des faits, c'est-à-dire une perte des souvenirs qui va se situer sur la période autour du choc. C'est-à-dire le joueur ne se souvient pas, donc il n'a pas du tout perdu connaissance, mais en revanche, il est incapable de dire qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après le choc, et voir les minutes qui ont précédé l'impact. Il ne se rappelle pas de voilà, quel était le score. Donc voilà, une amnésie autour de la période du choc, mais là aussi, donc, si elle est présente, c'est facile pour diagnostiquer, mais elle n'est pas indispensable aussi au diagnostic. En revanche, donc il peut y avoir le choc, une absence de ces deux signes, et va apparaître en revanche rapidement dans les heures qui suivent un ou plusieurs symptômes ou signes suivants. Et donc il suffit qu'apparaisse un des signes suivants et qui soit vraiment en lien avec le choc et non expliqué par autre chose, là ça peut être une commotion cérébrale. Et vous voyez que la liste de ces symptômes finalement est complètement aspécifique, c'est-à-dire qu'elle pourrait être liée, enfin c'est des symptômes que l'on peut avoir dans d'autres circonstances. Typiquement le premier là, maux de tête, donc ça c'est un symptôme assez fréquent. Les maux de tête, on peut avoir des maux de tête pour une toute autre raison. Donc voilà, ça va être des symptômes, une liste de symptômes comme ça spécifiques, des maux de tête, pression dans la tête, nausées, vomissements, des vertiges, des problèmes d'équilibre. Quand on se relève, hop, ça titube. Avoir une sensation de vision trouble ou floue. Avoir une sensibilité, être gêné par les sons et la lumière. Donc ça, c'est voilà, plutôt des symptômes physiques. Ça peut être quelque chose plutôt de l'ordre du comportement. On va d'un coup un peu plus irritable que d'habitude, ou complètement triste, ou bien très anxieux, ou bien avoir une certaine labilité émotionnelle, donc plus émotif que d'habitude. Voilà, un changement de comportement. Ça peut être aussi plutôt des symptômes dits cognitifs, c'est-à-dire avoir des difficultés pour se concentrer, des difficultés pour lire, pour travailler sur un écran, pour mémoriser de nouvelles informations, avoir la sensation d'être ralenti, fatigué, n'avoir aucune énergie, voilà, tout un tas de symptômes comme ça. Et puis ça peut aussi affecter le sommeil, avec soit des difficultés pour s'endormir, ou au contraire, avoir une somnolence et avoir besoin de dormir plus que d'habitude. Voilà. Donc des signes comme ça complètement aspécifiques qui apparaissent rapidement dans les heures qui suivent, en tout cas dans les 48 premières heures. Et donc, comment ça évolue? Donc, la bonne nouvelle, c'est que, voilà, comme il n'y a pas eu de lésion physique au niveau du cerveau, que c'est une perturbation voilà, chimique au niveau du cerveau, eh bien, le cerveau va être capable de se réorganiser pour retrouver son équilibre. Et donc, petit à petit, les symptômes vont disparaître et le cerveau va complètement récupérer. D'accord? Donc, c'est quelque chose de transitoire. Cette disparition des symptômes, elle va prendre, donc en fonction des personnes, hein, c'est très variable, de quelques jours à quelques semaines. Voilà. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important, c'est que autant c'est bien, ça va récupérer, autant il faut savoir que pendant toute cette phase de récupération, le cerveau est dans une période de vulnérabilité. D'accord ? Vulnérabilité, c'est-à-dire qu'en fait, il va avoir besoin justement pour récupérer, pour se réorganiser, il va avoir besoin de plus d'énergie, il va avoir besoin d'un afflux sanguin, et donc il va être important de respecter cette phase de récupération en se reposant mentalement et physiquement justement pour permettre au cerveau de récupérer. Et ça c'est vraiment ça qui est important pour justement éviter que les choses ne se compliquent. Et il faut savoir que cette période de vulnérabilité cérébrale, elle est naturellement plus longue chez les enfants.
C'est pour ça que la période de repos à respecter est plus longue chez les enfants. Et alors, qu'est-ce qui se passe justement si on ne respecte pas cette phase de repos? Si, par exemple, on veut reprendre le sport alors que ça fait 3 jours qu'on a eu une commotion cérébrale, eh bien, déjà, aucun intérêt parce qu'on va avoir une altération de la performance sportive. Donc, par exemple, si c'est parce qu'on voulait aller jouer avec les copains parce qu'il y avait un match important, il faut savoir que très clairement, comme il y a cette phase de vulnérabilité intellectuelle, ça va entraîner de toute façon une diminution de la performance intellectuelle et physique, donc de la performance sportive. Donc aucun intérêt, et surtout, eh bien, il y a des risques qui ont été quand même bien décrits. Si on revient trop tôt à la pratique sportive ou que l'on ne se repose pas, eh bien, le risque est la survenue d'une nouvelle blessure, que ce soit une nouvelle commotion cérébrale, ça a été bien décrit, risque multiplié vraiment de façon plus importante si on revient trop tôt, ou d'une autre blessure, par exemple typiquement la blessure du genou dont a parlé Eric, voilà, ça a été bien décrit chez ceux qui sont revenus trop tôt sur le terrain. Donc ça, ensuite il y a le risque d'autant plus important d'avoir des symptômes post-commotionnels prolongés. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans tous les cas. C'est un certain nombre de pourcentages de ceux qui vont avoir une commotion cérébrale. Eh bien, au lieu que ça dure quelques jours, ça va durer quelques semaines, voire quelques mois, les symptômes. Et ça, il y a des facteurs de risque qui amènent à ça, notamment s'il y a déjà eu des commotions répétées. Chez les enfants, c'est un peu plus fréquent. Chez les femmes aussi, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont décrits. Mais il y a aussi le fait si on a repris trop tôt. D'accord. Donc, d'où l'important, justement, pour ne pas avoir des symptômes qui vont persister trop longtemps, de respecter la phase de repos initiale. Et enfin, le dernier risque, et c'est le plus grave, et il est heureusement rarissime ce risque, mais il a été décrit en particulier chez les plus jeunes, les moins de 20 ans. Eh bien, quand on reprend trop tôt et qu'on n'avait pas récupéré de la commotion cérébrale, si on a un nouveau choc à la tête, on peut subir un traumatisme crânien qui va être beaucoup, beaucoup plus grave, avec des conséquences qui peuvent mener au décès. Donc l'importance, le message c'est celui-là, de respecter la phase de repos. Et alors comment on fait quand il y a une suspicion de commotion cérébrale? Donc on est sur le terrain, quelle que soit l'activité sportive. Il y a eu un choc violent, ou en tout cas qui peut amener à avoir une commotion cérébrale. On a un doute. Il faut arrêter immédiatement le jeu, le sport. Donc ça a été bien dit. Et il faut être évalué. Et donc cette évaluation, eh bien, ça va dépendre bien sûr du contexte dans lequel vous vous situez. Est-ce que vous êtes plutôt dans un contexte professionnel, dans un contexte plutôt amateur? Professionnel, vous avez toujours des médecins, des staffs, des soignants qui sont sur place, donc ils vont pouvoir faire l'évaluation sur le terrain. Dans le monde amateur, ça va pas forcément être le cas. Donc on réfléchit pas, on s'arrête, voilà, on prend pas de risque et on va voir ensuite, on va consulter dans les heures qui suivent ou le lendemain son médecin généraliste ou un médecin pour aller vérifier s'il n'y a pas eu de problème. Donc ça veut dire évaluation médicale, et l'évaluation médicale va consister à rechercher la liste des symptômes que je vous ai donnés, réaliser de petits tests de mémoire et de concentration qui sont bien codifiés. Tout ça en fait a été est régulièrement révisé, et il y a des recommandations internationales sur les tests à réaliser, et chaque fédération de chaque sport ensuite les adapte. Voilà, et donc vous pouvez aller chercher en fonction du sport concerné quel test il faut réaliser. En tout cas, les médecins peuvent aller le regarder. Donc des tests bien codifiés et des tests de l'équilibre. C'est en gros les 3 dimensions qui vont être explorées. Et en fonction de cette évaluation médicale, ça va aboutir à un diagnostic ou non de commotion cérébrale. Et s'il y a un diagnostic de commotion cérébrale, eh bien, il faut donc respecter une phase de repos qui va être d'au moins 48 heures, et tant que persistent les symptômes. Et quand ça va mieux, eh bien, la deuxième règle d'or, ça va être de reprendre l'activité sportive, mais de façon progressive, pour réentraîner. Donc en gros, ça ressemble à ça, une reprise du sport. Donc d'abord le repos physique et intellectuel, c'est important. Il faut aussi donc éviter le temps d'écran, notamment important pendant cette phase, dans minimum 48 heures. Puis quand on n'a plus de symptômes, eh bien on va retrouver l'exercice physique de façon progressive. Au début, la première étape, c'est exercice aérobie léger, donc c'est de la marche, du vélo, 20-30 minutes, pas plus. Et on attend 24 heures, voir si les symptômes ne réémergent pas après cette petite activité physique. Si ça s'est bien passé, on passe à l'étape d'après, qui sont les exercices sportifs spécifiques
sans risque d'impact bien sûr, donc un peu plus intense. On attend 24 heures, si tout va toujours bien, on passe là de l'entraînement technique du sport concerné, donc on peut reprendre notamment de la musculation à ce stade-là, etc. Mais sans risque d'impact. Et ensuite, donc, on franchit le seuil où va émerger la question de la reprise ou non du contact. Et donc, cette période-là, je n'ai mis volontairement pas de durée. Ça va dépendre des cas de figure. Ça, c'est le médecin qui dira, en fonction de s'il y a déjà eu des antécédents de commotion, de l'âge, etc., combien de temps il faut attendre. Mais voilà, le palier d'après, ce sera reprise de l'entraînement habituel, y compris avec contact. Et si ça s'est bien passé, retour à la compétition pour ceux qui font de la compétition. Voilà. Voilà les règles à respecter. Et donc en synthèse, voilà, en gros, tout symptôme ou comportement inhabituel suite à un choc à la tête ou en tout cas un choc suspect, il faut, voilà, pas au moindre doute, pas hésiter. C'est on arrête la pratique et on consulte et voilà, et on reprend si tout va bien. Si en revanche il y a une commotion cérébrale, règle du repos et de la reprise progressive. Ok. Donc ça, c'est mon petit topo sur la commotion cérébrale. Merci beaucoup. C'était très clair. On peut vous applaudir. Bravo. Merci. Et donc maintenant, je voudrais bien revenir donc sur les différentes notions. Déjà, donc le jeu de tête. Donc le jeu de tête, il faut savoir qu'il y a des études biomécaniques qui ont été réalisées sur est-ce que ça peut générer une commotion cérébrale. Ça, la réponse est formelle, c'est non. Une tête bien réalisée avec la bonne technique ne peut pas entraîner de risque de commotion cérébrale. Ça, on le sait, d'accord. Biomécaniquement parlant, ça a été démontré. On est en deçà de la fameuse énergie qu'il faut pour produire une commotion cérébrale, d'accord. Je vous ai parlé de mouvements d'accélération, décélération. Donc ça, on a montré qu'un jeu de tête, ça n'entraînait pas de commotion cérébrale, d'accord. En revanche, donc la question, ce sont des accélérations donc à niveau plus faible, mais qui sont répétées un certain nombre de fois. Donc, ce qui a été montré, l'étude dont vous avez parlé dans le football, sont des études épidémiologiques. Comparant voilà, des footballeurs par rapport à la population générale. Mais c'est donc le risque plus important de maladie neurodégénérative qui a été montré dans cette population-là, c'est une population uniquement de sportifs professionnels, donc des footballeurs professionnels. Donc déjà, en tout cas, voilà, il y a trois études comme ça qui ont été montrées, mais voilà, pour l'instant, on sépare le monde professionnel et amateur parce qu'on sait que s'il y a une suspicion d'impact de ce type de micro-trauma répété, il y a probablement un effet dose, voilà, donc est-ce que probablement en tout cas ça impacte. Mais de toute façon, on sait que ça n'est pas la seule chose, parce que c'est pas tout le monde qui va développer une maladie neurodégénérative. Ça va être un ensemble de choses, comme Kevin l'a dit. Il y a aussi tous les autres facteurs qui interviennent, la génétique, mais pas que, surtout le mode de vie, les facteurs environnementaux. Voilà, donc c'est tout ça qui. Et dans ces études, voilà, qui sont sorties épidémiologiques dans le football, donc c'est les professionnels et puis. En parallèle, on a encore une fois fait du sport aussi bien fait du sport aussi pour la santé, c'est que en revanche, il y avait un risque bien moindre pour la mortalité cardiovasculaire et de façon générale pour la mortalité. D'accord. Donc voilà, c'est juste qu'on a cet aspect-là qui est. Donc le jeu de tête, justement, les études se poursuivent. Ce qu'on sait aussi, c'est que, voilà, j'ai beaucoup parlé accélération, décélération. C'est ça, pour maintenant embrayer sur l'aspect préventif et protectif. On sait que ce qui est mauvais pour le cerveau, c'est ces mouvements d'accélération, décélération. Donc, que ce soit dans la commotion cérébrale ou dans le jeu de tête, on essaye de trouver des moyens, justement, pour essayer de réduire ces phénomènes-là. En sachant que, donc, dans le football, on a parlé aussi des enfants, voilà, donc c'est une très bonne réponse, à savoir de toute façon chez les enfants, il faut privilégier l'aspect ludique, plaisir, est-ce que c'est indispensable, voilà, donc en tout cas chez les tout petits c'est peut-être pas indispensable, mais en même temps, comme je l'ai dit, une tête n'entraîne pas de commotion cérébrale si elle est bien réalisée, donc ça sous-entend qu'il faut apprendre la technique aussi. Une question, oui, une question, c'est que moi on m'a parlé de sous-commotion, vous pouvez nous en dire plus, parce que c'est justement l'étude sur l'impact
impact sur le cerveau du jeu de tête, ce serait de répéter. C'est ça, on parle de sous-commotion. Donc, comme je dis, ça n'entraîne pas de commotion cérébrale. Donc en fait, tous ces petits impacts qui entraînent quand même des mouvements d'accélération, de décélération de la tête, mais qui ne sont pas suffisants pour entraîner une commotion cérébrale, on appelle ça des sous-commotions, c'est-à-dire que il y a un choc, mais l'énergie n'est pas suffisante pour entraîner des symptômes. En fait, donc une sous-commotion cérébrale, c'est quelque chose qui peut entraîner des modifications. Par exemple, quand on fait des études en IRM, d'accord, on peut entraîner on observe des modifications, mais finalement les personnes sont asymptomatiques, ils ne se plaignent de rien, et quand on leur fait des tests cognitifs, on ne retrouve pas forcément de problématiques. D'accord. Donc c'est pour décrire ces impacts que l'on peut avoir dans le football, comme on peut avoir dans d'autres sports de contact. Alors je reviens, mais l'étude et puis donc l'émission qui était passée sur l'équipe, il nous expliquait et démontrait que les femmes sont plus sensibles et que sur un dégagement de gardienne, une fille qui a fait une tête après a eu une véritable commotion. Ça, vous en avez entendu parler? Oui, en tout cas, donc les femmes sont plus sensibles, ça oui, on l'observe, et il y a plein d'études pour savoir pourquoi. L'hypothèse de pourquoi, ça on ne le sait pas encore, il y a plusieurs hypothèses, des choses beaucoup plus, je vais en parler, mais liées à la musculature. Ça, c'est la première hypothèse, mais aussi des hypothèses plus sur les mécanismes hormonaux, aussi vasculaires. Enfin voilà, donc ça, il y a des études pour essayer de voir où est-ce que vraiment c'est d'autres se posent la question, plus de facteurs de variabilité interindividuelle. Mais bon, en tout cas, ça, on l'observe dans les études. Il y a en tout cas un seuil qui semble plus bas chez les femmes, et la récupération aussi est décrite comme plus longue. Et pour les têtes, oui, les têtes peuvent... alors déjà, si on se prend un ballon de façon involontaire, si on n'a pas tapé dedans, là oui, on peut avoir une commotion cérébrale. Oui. Et en fonction de si elle a été mal réceptionnée, etc., ça, le risque existe, en effet. Donc voilà, et donc chez les enfants, en revanche, donc, il faut quand même accompagner cet apprentissage de la technique, du jeu de tête, justement pour ne pas se blesser. Et donc là, il y a déjà l'UEFA qui a donné des directives pour accompagner. Voilà, donc ça veut dire limiter déjà l'introduction du jeu de tête chez les plus jeunes. Et l'accompagner dans un certain nombre de mesures de protection. Et dans les mesures de protection, il y a accompagner cet apprentissage par un travail aussi autour de la musculature du cou. Parce qu'un des moyens, en tout cas préventifs, que ce soit des sous-commotions ou des commotions cérébrales, c'est d'avoir une musculature du cou suffisante, ou en tout cas assez développée, avec un certain équilibre entre les fléchisseurs du cou et les extenseurs. Parce que, encore une fois, ça a été bien démontré, puisque ce qui est délétère pour le cerveau, c'est l'accélération-décélération. Donc en fait, la solidarité entre la tête, le cou et le tronc, et l'importance de l'amorti dans ces mouvements d'accélération-décélération, on sait que les muscles du cou sont très importants. Et donc un programme de renforcement musculaire associé à cela. Et puis en termes de protection, donc on a parlé du casque. En fait, le casque, en effet, là aussi il y a plein d'études qui ont montré que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Le casque peut avoir un intérêt plus, donc comme il l'a dit, pour prévenir les autres conséquences, donc les dermabrasions, les oreilles enjouleures pour les rugbyman, voilà. Et chez les footballeurs américains, par exemple, les traumas crâniens plus graves, les fractures de crâne, d'os, voilà. Mais en fait, comme c'est encore une fois un problème d'accélération-décélération, ça n'entraîne pas de prévention au niveau de la commotion cérébrale. Sauf les casques intégrales du football américain, ils ont montré qu'il y avait un petit effet en fonction de s'y mettre un certain nombre de technologies dans le casque. Voilà, donc c'est pour ça. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer à certains sports avec ce type de casque. Voilà. Et donc les casques que l'on peut avoir dans le rugby, aucun intérêt. Enfin, en tout cas, il y a d'autres études quand même qui se poursuivent. Je dis aucun intérêt, mais pour l'instant, ça n'a pas été démontré. Il y a d'autres études qui se poursuivent. Et jusque-là, ce qui a été même montré, c'est que les rugbymen peuvent se sentir même protégés et aller plus fort dans les impacts. Donc voilà, pour l'instant, il faut se méfier. Et voilà, les footballeurs, ça semble encore moins adapté comme moyen de protection. En revanche, il y en a un qui semble, où de plus en plus on s'accorde à dire que quand même ça a un intérêt, c'est la protection intrabuccale, donc le protège-dents.
qui maintenant est quand même assez utilisé dans le rugby, hein, mais c'est pas le cas dans tous les sports. Donc la protection intrabuccale, l'intérêt, c'est que quand on l'a en bouche, en fait, automatiquement, on va serrer les mâchoires, et quand on serre les mâchoires, donc on entraîne donc toute cette musculature-là, mais aussi, justement, ça nous permet de contracter les muscles fléchisseurs du cou, mais vraiment de façon significative. Et donc ça permet d'avoir, là encore, une meilleure rigidification du complexe tête-cou-tronc, et ça peut permettre de diminuer les accélérations lors de tous les impacts, que ce soit les sous-commotions ou les commotions cérébrales. Voilà. Donc s'il y a déjà quelque chose qui peut permettre à ça, ce serait plutôt les protections intrabuccales. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Une réaction, messieurs, Maxence, vous êtes convaincu maintenant par le protège-dents, vous le portez peut-être? Oui, je le porte. Ouais. D'accord. Ok. Pas moi. Très bien. Merci beaucoup. J'imagine que vous avez des questions, parce que là aussi, ça a été un témoignage très très riche et beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas. Oui, Président. Merci. C'est juste pour Maxence. Dans le rugby professionnel et de haut niveau, il y a le protocole commotion qui est institué. L'arbitre peut décider, à la suite d'un choc qu'il a estimé violent, de demander contre l'avis du joueur de sortir. Et là, il y a un staff médical qui s'occupe du suivi du joueur. Est-ce que ça existe aussi dans le rugby amateur? Alors, moi, je joue en ce qu'on appelle en fédéral 2, c'est au niveau semi-professionnel. Et donc on a un staff. Bon, alors on a un arbitre officiel, on n'a pas les autres arbitres autour. Donc quand il y a une commotion cérébrale, on a notre staff médical qui s'occupe de nous. Mais on a quand même les pompiers qui viennent quand il y a vraiment grosse commotion. Alors on a les petites questions qui sont faites, des petits examens, mais c'est pas aussi poussé que le top 14 forcément, mais on a quand même un petit suivi hors du terrain. Et juste un petit clin d'œil pour les amateurs de football. Ce matin, si vous avez vu, ça tourne en boucle dans les médias et ça va être sur les réseaux sociaux. C'est que pour ceux qui suivent la Ligue des Champions, hein, le gardien de but de la Lazio de Rome a mis un but à la dernière minute de la tête. Pas de réaction, Eric? Non, mais on avait imaginé d'ailleurs, quand j'avais fait cette émission, qu'on pourrait jouer de la tête que dans la surface de réparation. Ce sont des idées. Tout à fait. Voilà, concernant les études, je pense quand même que quand on enchaîne des têtes pendant les entraînements, évidemment que ça a un impact et qu'il faudrait aller au bout. En tout cas, celle de Strasbourg, j'espère qu'elle ira au bout et qu'elle nous donnera des indications. Si elle peut s'y rassurer, tant mieux. Voilà, mais ça reste des sujets où on entend qu'il y a beaucoup d'études, mais il n'y a pas de manière internationale, tout le monde qui se dit ok, c'est bon, le jeu de tête, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Ou si on commence à dire il faut être musclé, être capable de porter. Pardon ? De muscler le cou. Oui, exactement. Ça devient assez complexe. Ouais. Merci. En fait, juste pour terminer, mais en effet, il y a eu une étude comme ça, on a reproduit un peu les mêmes résultats, où quand on enchaîne, en tout cas de façon expérimentale, des têtes, entre 10 et 20 têtes, comme ça, de façon répétée, et qu'on fait des évaluations cognitives avant-après, immédiatement après, on a une petite diminution de performance. Donc c'est pas des troubles, mais c'est une diminution de performance et qui est transitoire. C'est-à-dire que quand on refait les tests 24 heures après, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc c'est la question, est-ce qu'il finit... Alors, tout ce qu'on ne connaît pas, c'est le lien, si jamais il y a un lien avec maladie neurodégénérative, comment il se fait, comment avec la longue... voilà, il y a tout un pan de la recherche qui doit se poursuivre là-dessus. Mais voilà, mais d'où l'importance, en effet, pour l'instant, de mettre quelques mesures préventives, protectives. Merci. Une question ? Oui. Vous parlez de technique en fait pour faire un jeu de tête. Quelle est cette technique? Qu'est-ce qu'un jeu de tête qui est bien fait, qui permet d'éviter les accélérations, décélérations? D'accord, mais il y a un certain nombre de consignes que
que donnent les coachs, et peut-être Eric pourra en parler, je sais pas si. Mais en gros, voilà, d'autant plus, en fait, il y a une préparation. Nous, on a fait une étude biomécanique, donc ils étaient filmés, on les voit vraiment comment ils aperçoivent le ballon arriver, et toutes les modifications, enfin le mouvement qui va s'enchaîner, en fait, avec au début, on plie au début, c'est purement tronc à la rectiligne, on plie les genoux, petit à petit, on va se pencher à l'avant, et l'importance, en fait, c'est vraiment de garder donc l'aspect rectiligne tête au cou tronc, et voilà, il y a les pensées hachées à l'avant. Le mieux, effectivement, c'est serrer les mâchoires, et voilà, et puis après, il y a un mouvement à l'inverse de rétroversion de la tête qui se fait juste après l'impact. Donc après, après, ça dépend beaucoup des coachs et de comment ça se fait après. Oui, en fait, il faut essayer de dominer ce qu'on appelle son ballon, de le prendre plutôt au niveau du front. Certains essayent de le prendre sur le côté aussi pour donner un peu plus de force. Mais en fait, avec le coup, on est plutôt dans ce type de geste. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a appris. Alors chez les jeunes, j'ai appris que maintenant, ils leur apprenaient la technique avec des ballons en mousse. Oui. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir un vrai ballon pour apprendre. Ça fait partie de mesures de discuter, tout à fait. Sachant que c'est vraiment qu'on ne maîtrise pas la technique. Voilà, donc au début, pour ne pas prendre le moindre risque, effectivement, le mieux, c'est même de commencer avec des ballons en mousse. Après, ne serait-ce que pour apprendre le geste. Le jeu de tête, il est évidemment, il a un impact différent si c'est un dégagement de gardien ou si c'est un ballon qui a été envoyé à 20 mètres de nous. En fait, il n'y a pas la même force. Et puis là, on a vu, en plus c'est un joueur que je connais, Tavares, lui, il fait un jeu de tête avec un adversaire qui est derrière lui, et donc ça crée un choc tête contre tête. Donc il y a tous ces éléments extérieurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas... C'est très simple de jouer un ballon de la tête à l'entraînement où il n'y a pas d'adversaire, où en fait c'est juste un exercice. Lors d'un match, il y a beaucoup d'autres éléments. En fait, il y a de multiples types de têtes déjà, et après, en effet, il y a eu plein aussi d'études biomécaniques faites en conditions de match, de terrain. Et en effet, ce que tu dis, les dégagements, c'est les ballons qui entraînent le plus d'accélération, voilà. Et puis, donc, prendre de côté pour sur un corner, par exemple. Tout à fait. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, madame. Oui, bonjour, merci pour vos témoignages, pour commencer. Alors moi j'ai une question rugby. Pour ceux qui seraient passés à côté, il y a la Coupe du Monde de rugby actuellement. Donc on voit bien, on en a un petit peu parlé, que l'arbitrage, j'ai l'impression, a quand même beaucoup évolué. Vous parliez du plaquage cathédrale tout à l'heure, je crois que c'est interdit. L'arbitrage vidéo, après coup, sanctionne le moindre jeu dangereux pour éviter les actions qui mettent les joueurs en péril. Et on parle là depuis tout à l'heure d'études en football, mais du coup, est-ce que le fait de modifier les règles de jeu, j'ai l'impression que vraiment c'est de plus en plus strict, ça a un impact? Et est-ce qu'il y a des études qui sont faites en ce sens pour le rugby, savoir si la modification des règles améliore les choses? Est-ce qu'il y a des études au long cours sur les chocs à répétition, les contacts à répétition au rugby? Alors sur les études, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'il y a des études qui sont faites quand même, ce pourquoi les règles ont été changées. Parce que sur une année où il y a eu quand même pas mal de joueurs blessés en top 14, mais des blessures très graves, ou des joueurs qui sont décédés suite à ces blessures. Et c'est vraiment cette année-là. Alors les règles avaient déjà commencé à changer, il y avait déjà des discussions parce qu'il y avait quand même des chocs. On avait vu un reportage, c'était un ancien joueur de l'équipe de France qui aujourd'hui du coup était handicapé suite à ces chocs-là. Après il y a toujours des débats au niveau professionnel sur les différentes nations parce que c'est pas forcément les mêmes règles au niveau du staff sur les suivis des joueurs. Où il y a des joueurs, comme on pourrait prendre un joueur irlandais, qui a subi des chocs à répétition et des commotions, j'ai pas suffisamment de doigts pour les compter, et qui peut continuer de jouer parce que la fédération considère qu'il est apte. Donc c'est assez compliqué. Après oui, les règles ont quand même beaucoup changé le jeu, mais il y a quand même des chocs dans le jeu qui restent assez compliqués malgré le changement de règles à éviter.
Et donc pour répondre par rapport aux études, il y a toujours des études qui sont réalisées quand il y a un changement de règles. Donc oui, c'est sûr qu'il y en a eu, et donc il y a eu quelques changements de règles dans le rugby. Simplement, comme je m'intéresse plus au football, donc je ne pourrais pas vous les citer et quel type de changement de règles, mais à chaque fois, ça a montré qu'en effet, il y a eu sur tel, en tout cas, type de blessure qui était visée par ce changement de règles, il y a eu une diminution. Et si je vous donne un exemple, donc plutôt dans le football, il y a eu la règle de ne pas lever le bras quand dans les duels aériens, voilà. Et donc suite à ça, ils ont fait une étude et ils ont montré que ça a diminué drastiquement le nombre de têtes contre coude, de blessures tête contre coude. Voilà. Donc oui. Et c'est le genre de. Donc ça montre bien que ce type de mesure peut être efficace, mais encore faut-il cibler la bonne conduite qui est à risque. Voilà. Donc c'est pas aussi évident que ça, mais en tout cas sur les quelques-unes qui ont été repérées, ça a fonctionné. Merci. Une autre question ? Oui, alors, on va prendre votre question, monsieur, et après, je vous proposerai peut-être une pause café, une courte pause café, pour qu'on poursuive nos discussions. On vous écoute, monsieur. Oui. On a parlé donc de toutes les améliorations et protections par les modifications de règles d'arbitrage, intervention d'arbitrage, mais parallèlement à ça, on a vu que les modifications physiques des joueurs, si on focalise sur le rugby, on a des avants qui maintenant sont 2 fois plus rapides que ce qu'ils étaient dans le passé, et des arrières qui sont 2 fois plus lourds que ce qu'ils étaient dans le passé. Donc les chocs, c'est l'énergie, vitesse et masse, et dans tous les joueurs ont progressé sur ces 2 plans-là, et donc les chocs sont d'autant plus efficaces et dangereux, quoi. Et donc les traumatismes aussi. Et là-dessus, je ne sais pas ce qu'on peut faire sur le plan réglementaire. Ben, ça, malheureusement, on a des joueurs qui... je prends par exemple au poste de centre, qui est un poste où on n'est pas forcément très très grand ou très corpulent. On va avoir des joueurs qui font 120 à 130 kilos et qui courent à une vitesse qui est assez impressionnante. Donc il y a déjà du fait que les joueurs ont une morphologie, une corpulence qui est totalement différente de ce qu'on a pu connaître, et qui fait que du coup, les chocs sont encore plus durs à encaisser, on va dire, mais où les joueurs sont surprenants parce que de part, ils peuvent être très grands, très lourds et très rapides, donc c'est assez impressionnant. Benoît Durand, une réaction ? Non, je voudrais juste dire, en fait, merci déjà, c'est super intéressant. On voit aussi, du coup, on est en train de savoir qu'il y a quand même une différence typique entre la pratique amateur et la pratique semi-pro-pro, même au niveau des protocoles, au niveau de l'encadrement. Et du coup, là où c'est intéressant, je trouve, c'est qu'il va falloir quand même prévenir, en tout cas sensibiliser le monde amateur sur le suivi des protocoles. Vous l'avez bien dit, en fait, par rapport à des traumas. Alors après, si on parle d'Alzheimer, je ne sais pas moi si les traumas vont provoquer des maladies d'Alzheimer, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des protocoles à suivre. Je ne suis pas sûr que dans la pratique du sport amateur, quel qu'il soit, le plaisir va prendre le pas sur justement les restrictions. Et du coup, en fait, il y a quand même des protocoles à suivre. Et du coup, l'encadrement dans le sport amateur, peut-être, et j'en sais rien encore, n'est peut-être pas assez légiféré. Ou là, du coup, c'est peut-être les fédérations qui devraient imposer dans l'encadrement, en fait, tout ce que vous avez dit sur les traumas. Après, sur le football en tant que tel, c'est pareil. Pourquoi l'idée de ce colloque aussi est venue, c'est que notre présidente du conseil scientifique, qui est à Toulouse, donc plutôt est ancien, le papa était un ancien international de rugby, donc plutôt rugby que foot, nous avait dit quand même que dans sa patientèle, elle avait des footballeurs, anciens footballeurs, presque plus que d'anciens rugbyman. Donc voilà. En tout cas, il y a vraiment 2 choses différentes en fait. C'est-à-dire que la problématique principale vient du fait qu'avant, les commotions cérébrales, c'était quelque chose de complètement banalisé. Voilà, c'est ça la problématique. C'est ça, quand on dit sensibilisation, il faut vraiment qu'on sache maintenant c'est quoi une commotion cérébrale, savoir le reconnaître, et savoir que quand elle est là, c'est pas juste on la banalise, on la prend en charge, on se repose, on reprend progressivement. Voilà, il faut pas la banaliser parce qu'il y a même des risques à court terme qu'on a décrits. Et après, il y a le risque à long terme. Et de toute façon, ce risque à long terme, dans tous les cas, il ne dépend pas que de ça, il dépend de tout le reste, de notre mode de vie et toutes les mesures du bien vieillir qui est important de
d'appliquer, d'accord. Mais dans tous les cas, déjà, si on passe l'étape maintenant, même dans le monde amateur, on reconnaît si une commotion cérébrale, et voilà, et dans le rugby, c'était même avant, hein, il y a des années, hein, ça faisait partie de, allez, voilà, t'as pris un coup, et voilà, on s'endurcit. Non, il faut pas banaliser ça, c'est surtout ça le message clé, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On peut vous applaudir tous les trois.